Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pendant que la moitié des économistes, si ce n'est tous, s'écharpent entre est-ce que l'inflation va être durable, est-ce que l'inflation est temporaire, est-ce que les banques centrales ont raison ou est-ce qu'elles ont tort du coup et qu'elles nous poussent elles-mêmes dans la crise future, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de faire justement un point pour pouvoir se projeter et pour pouvoir avoir cette capacité un petit peu de prendre suffisamment de recul pour éviter de se faire balader. On se retrouve avec un consommateur qui a les pleins pouvoirs. Il y a certes de l'inflation des prix, mais comme il a encore énormément de réserves d'épargne, comme il n'a pas de risque sur son travail, il n'a pas une peur de l'économie, il a une peur de l'inflation. Donc c'est là où c'est très intéressant, c'est-à-dire que le consommateur ne s'est jamais retrouvé dans une situation aussi bénéfique au sortir d'une crise, si on peut considérer qu'on est en train de sortir de la crise et que ce n'est pas juste une vague intermédiaire, bien entendu. Ça, j'en sais rien. Mais ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est de voir justement que ce consommateur-là, il continue à consommer peu importe la hausse des prix parce que pour l'instant, il n'a pas besoin de se serrer la ceinture. Pour l'instant, il a encore de l'épargne. Pour l'instant, il a encore des gouvernements qui continuent de l'aider, continuent de faire des chèques à droite et à gauche. Donc en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue et c'est un petit peu la boule de neige. C'est-à-dire que certes, on a une inflation, mais pour aider à cette inflation, finalement, on renforce un petit peu de par des aides supplémentaires cette inflation. Parce que autant les banques centrales, ce qu'elles décident, c'est inflationniste surtout sur les actifs, immobiliers, actions, autant les gouvernements, ce que eux ils décident et l'endettement qu'ils ont pris actuellement pour faire des chèques en blanc un petit peu à droite et à gauche et continuer à faire des plans d'infrastructure, des plans sociaux et ce genre de choses-là, ça c'est inflationniste directement dans l'économie, directement dans le consommateur. Et évidemment, là on a surtout de l'inflation par rapport au goulot d'étranglement et par rapport, on en avait parlé, de cet effet de poupée russe, etc., et de cette sinusoïdale, où vous avez d'abord ce choc de demande, c'est-à-dire une demande qui remonte très fortement et l'offre qui n'est pas prête. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez la variable de prix. Mais là, petit à petit, l'offre est en train de rattraper. Et ce qui est pour moi le plus intéressant, donc, c'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui continuent à très bien résister. On l'a vu sur les résultats encore de cette fin d'année 2021. Pourquoi ils résistent? Pourquoi ils arrivent à conserver leur marge? Parce que, encore aujourd'hui, même s'il y a de la hausse des prix, le consommateur continue d'acheter. C'est-à-dire que le consommateur, on n'est pas encore arrivé à des niveaux de hausse des prix qui font que le consommateur repousse son achat, voire l'annule, ou cherche des produits de substitution. Alors, par contre, après, on commence à impacter les salaires. Alors, les bas salaires, c'est une chose, mais quand on va commencer à impacter plutôt les salaires moyens, ça sera quelque chose de plus durable. Mais c'est des processus qui sont très longs. Donc, ce que l'on s'en rend compte, c'est que ce schéma de pensée-là, de se dire l'inflation est temporaire, et c'est pour ça qu'on avait parlé dans les précédentes vidéos, il faut faire attention de ne pas les utiliser temporaires, parce que ce n'est pas temporaire, c'est transitoire, oui, mais ce n'est pas temporaire. Et donc bien comprendre que la transition peut durer. Et cette transition, elle dure encore plus que les gouvernements et les banques centrales continuent d'arroser. Et même si elles parlent qu'elles vont réduire, etc., même si elles réduisent, c'est marginal, et en gros, on va rester dans ce cheminement de pensée-là. Donc du coup, notre consommateur, lui, il a une consommation qui est énorme, et donc l'offre galère à pouvoir remonter à ce niveau-là. Et cette consommation-là, pour l'instant, elle ne baisse pas, malgré la remontée des prix, parce qu'il a encore énormément d'épargne, le consommateur. Ce n'est que quand la hausse des prix va commencer petit à petit à rogner son épargne, que là, il va se poser des questions, il va se dire « Ah, il faut que je me resserre la ceinture et je ne peux plus participer à la hausse des prix, je ne peux plus acheter et donc je vais arrêter. » Et donc c'est là, évidemment, où l'inflation trouve son propre maître, puisque la hausse des prix elle-même va faire que les prix vont se réduire à un moment donné ou à un autre, mais c'est intimement lié à la demande. Il faut que la demande baisse. Et donc là, on rentrera dans l'autre aspect de la sinusoïdale, c'est-à-dire que l'offre qui aura passé des mois et des mois à combattre les pénuries, va petit à petit se retrouver en suroffre, en surproduction, ce qui va accélérer également la baisse des prix. Mais là où il faut faire très attention, c'est qu'il faut parler de normalisation, c'est-à-dire que l'inflation, pour moi, est durable dans le sens où on va continuer à avoir une hausse des prix, mais qui sera beaucoup plus linéaire, qui ne sera plus exponentielle, liée à la sortie de crise, mais qui sera beaucoup plus linéaire. Mais il faut accepter un monde aujourd'hui qui va continuer de créer de l'inflation à 3-4%,
dans les pays occidentaux. Mais il faut aussi accepter qu'une fois qu'on aura passé ces étapes-là, on va certes remonter les taux, mais ça va rester très marginal, donc on va rester dans un monde de taux bas, donc on va rester dans un monde de taux réels qui sont négatifs. Peut-être pas aussi négatifs qu'ils sont aujourd'hui, donc on ne pourra plus justifier les valorisations extrêmes que l'on peut constater. Alors extrêmes, elles sont extrêmes que parce que la plupart des gens comparent avec les valorisations qu'on a connues il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Sauf qu'il y a 10 ans et il y a 20 ans, les taux d'intérêt étaient à 4%, et il y a 20 ans, on était à 7 ou 8%. On ne peut plus comparer avec un monde aujourd'hui où les taux sont à 0, et en plus avec une inflation à 3% en Europe et puis à 5 ou 6% aux US, vous êtes en négatif. Donc vous comprenez bien aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas d'alternative aux actions et que donc vous avez une montée des prix des actions, mais qui est à relativiser par rapport à l'inflation également et au fait que les taux sont bas. Donc quand vous comparez aujourd'hui des PER par exemple, ce qui pourrait paraître selon la norme, il y a 10 ans, il y a 20 ans, cher dès qu'on dépassait les 30 par exemple pour un PER d'une valeur de croissance, aujourd'hui dans un monde de taux réels négatifs, 60, c'est devenu la nouvelle normalité. Alors bien entendu que tout ça arrive à une fin, mais pour que ça arrive à une fin, vous devez commencer à avoir une demande qui commence à baisser, puisque les taux d'épargne de vos consommateurs commencent à être rognés. Vous devez avoir les taux qui remontent un peu, mais alors il faut bien faire la différence entre les taux courts des banques centrales et les taux longs, hein, bien entendu, de marché, bien que les banques centrales, et on l'a vu avec le Japon, peuvent aussi impacter les taux longs, bien entendu, et le feront, puisque c'est dans l'intérêt de personne que ces taux-là remontent trop vite, trop fort, puisque dans un monde complètement endetté, évidemment, on irait à la catastrophe. Donc, une banque centrale, son exercice, c'est quoi? C'est de vouloir de l'inflation. Donc, pour une fois qu'elles y sont arrivées, on ne va pas leur taper dessus. Donc, on va utiliser le prétexte de l'inflation transitoire en disant l'inflation est transitoire, donc on va laisser filer l'inflation. Pourquoi? Parce que cette inflation permet de résorber les taux d'endettement qui sont extrêmement forts d'une manière complètement naturelle. Si vous faites 3-4 années à 3-4% d'inflation, ça vous crée des intérêts composés et ça veut dire que votre dette a déjà été réduite de 12%. Donc vous comprenez comment ça va très vite. Donc tout l'avantage, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde qui a besoin d'investissement. Et il y a une étude Natixis qui est sortie également et qui permet de prendre le pendant de cela avec notamment cette volonté d'aller vers les énergies renouvelables. Après, on ne rentre pas dans les détails également de l'impact sur les matières premières, de l'impact également sur le pétrole, etc. et de cet impact de transition où pendant 10 ans, on est dans des déséquilibres. On en a déjà parlé dans différentes vidéos. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que le monde est en train d'aller vers ça. Et à partir de ce moment-là, on a besoin drastiquement d'énormément d'investissements. Évidemment, on investit dans quelque chose qui va être inflationniste pour l'énergie, puisque certes, ça pollue moins et c'est plus ESG compliant, mais à ce stade-là, évidemment, les choses évolueront avec la technologie plus tard, mais à ce stade-là, en termes de production et de rentabilité, c'est beaucoup moins rentable que ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus vert. Donc ce qu'il faut bien se dire, c'est que voilà, ça va être inflationniste aussi. Mais c'est là où j'avais fait le parallèle également avec la Seconde Guerre mondiale, même si on ne sort pas d'une guerre, et c'est là où je rejoins Macron dans ce qu'il avait utilisé, c'est la guerre. Mais je ne le rejoins pas dans le sens où le Covid c'est la guerre, je le rejoins dans le sens où, pour comprendre un petit peu où on en est. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le monde est détruit. C'est-à-dire que vous avez quand même une population, il faut la nourrir, il faut produire, mais pendant des années, on s'est endetté à changer l'outil de production en un outil de production de guerre. Donc il faut un laps de temps pour rechanger cet outil de production dans la normalité de produits de consommation, de produits également alimentaires, etc. Pyramide de Maslow d'abord, on le fait dans le sens de bas en haut. Et pour ça, vous avez besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Or, vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent et vous êtes déjà hyper endetté parce que vous avez fait la guerre avant. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des taux bas. Donc on laisse filer l'inflation. Vous avez une inflation des prix et cette inflation en sortie de guerre, sortie de crise, ce n'est pas de l'hyperinflation, mais vous avez des années à 6-7%.
et vous laissez vos taux bas. Et ce qui est très intéressant au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a comme ça plusieurs années de montée de l'inflation, mais ça nous permet de financer l'investissement, ça nous permet de financer donc de la croissance, tout en permettant au niveau d'endettement de se résorber naturellement alors qu'on continue de s'endetter. On continue de s'endetter, mais l'inflation permet de soutenir tout cela avec des taux très bas. Donc en fait, vous êtes en taux réel négatif de chez négatif. Donc c'est pour ça que qu'est-ce qu'on a vu sur le S&P 500, notamment dans les années 50 et pendant une vingtaine d'années, c'est qu'on a vu à la fois les taux d'intérêt doubler, on a vu à la fois des niveaux d'inflation remonter à 6 ou 7%, mais c'était transitoire, ça a duré quelques années, et ensuite on est retombé à des niveaux d'inflation de 3-4% annuels. Et tout cela, ça a permis du surinvestissement à moindre coût, puisqu'on était en taux réel négatif, tout en, sans faire de réforme, hein. Là, on n'a pas besoin de faire de réforme, tout en réduisant du coup la part de dette par rapport au PIB, puisque comme vous investissez, votre PIB augmente, ça réduit déjà votre part de dette, et en plus vous avez l'effet de levier que vous étiez énormément endetté, avec l'inflation et les intérêts composés, en l'espace d'une dizaine d'années, vous êtes revenu à des niveaux de dette qui sont tout à fait gérables de par les standards. Évidemment, vous arrivez après dans les années 60-70 où vous avez des problèmes de productivité, vous rentrez dans une crise économique, c'est inflationniste, puisque c'est une crise à ce moment-là de demande. Vous avez quelques chocs pétroliers au passage, donc avec des crises d'offres, etc. Et donc là, vous remontez les taux parce que vous avez vraiment pas trop le choix, jusqu'à ce qu'on arrive évidemment à la réforme politique qui permet d'arriver aux 40 dernières années. Donc, l'histoire est quelque part un éternel recommencement, mais c'est ça que je trouve le plus intéressant. Et je vous mettrai à l'écran les différentes graphiques de l'étude Natixis également, qui démontrent bien ça, c'est qu'il faut penser la sortie de cette crise comme la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et plus le voir comme un effet transitoire, en effet. Alors, on ne sait pas si ce sera exactement la même chose, mais dans l'idée de se dire que, voilà, les banques centrales, que l'inflation soit transitoire ou pas, c'est dans l'intérêt de tout le monde qui est endetté de pouvoir continuer de financer les investissements pour faire croître les PIB, pour que tout en ayant une charge de la dette qui soit tout à fait basse et gérable. Donc, taux réel négatif. Et dans un monde de taux réel négatif, qu'est-ce qui vous défend? C'est les actions. Et les valeurs de croissance, on a beau dire qu'elles sont survalorisées, dans un monde de taux réel négatif, elles ne le sont pas, puisque les profits futurs sont, dans notre calcul de valorisation, décomptés au présent et valent beaucoup plus cher, bien entendu, et vaudront beaucoup plus cher dans le futur. Donc si en plus vous ajoutez des sociétés qui sont capables d'avoir un pricing power pour le jour où les gouvernements commencent quand même à baisser les aides aux consommateurs et que ce consommateur commence à voir son niveau d'épargne baisser, et donc en voyant son niveau d'épargne baisser, commence à moins consommer, et donc en moins consommant, réduit les pénuries, réduit les goulots d'étranglement, réduit le besoin d'offres, et donc réduit in fine les prix et l'inflation. Là, voilà, on rentre. Donc c'est là où il faut bien comprendre, pour en revenir à cette conclusion, que ce n'est pas l'inflation le problème. Les marchés boursiers ont très bien performé dans un monde qui était inflationniste. Pas hyper inflationniste, hein, mais inflationniste. Ce n'est pas les taux le problème. Les marchés boursiers ont très bien évolué, même dans un monde où les taux remontaient. Et ce qu'il faut, c'est les taux, l'inflation et la croissance. C'est ces trois-là qui doivent aller dans ce trio et qui doivent être analysés ensemble. Parce que si vous baissez un petit peu l'inflation, mais que vos taux remontent et que votre croissance commence à baisser, eh ben, votre taux réel négatif va être moins important. Si votre taux réel négatif est moins important, vous justifiez moins, en effet, les valorisations de vos sociétés de croissance, par exemple, et vous allez beaucoup plus bifurquer, commencer à bifurquer, en tout cas, ça a déjà été le cas à plusieurs moments, mais on parle vraiment d'un marché, d'un paquebot, donc ça se fait vraiment au fur et à mesure, vers des valeurs plus value, vers des valeurs plus défensives, etc., donc avec des valeurs de rendement. Également, vous déflatez quelque part la bulle obligataire, sans pour autant y avoir de crack, puisque évidemment personne n'y a aucun intérêt. On va petit à petit
Et puis, il y a des obligations, d'acheter les obligations, justement. Un certain nombre d'acteurs sont obligés d'acheter les obligations, et donc c'est ce qui évite, évidemment, de craquer l'affaire. Donc, ça se déflate au fur et à mesure. Et donc, cet argent-là va chercher des actions, mais pour rester dans le même niveau de stratégie, on va aller chercher des actions value, défensives, et avec du rendement. Ce qui va être très intéressant pour moi, c'est après une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, où les flux se sont vraiment passés sur les US, les valeurs de croissance. Donc on a monté le momentum, on a monté des trackers aujourd'hui qui sont surpondérés dans les US. Ces mêmes US sont surpondérés dans une poignée de valeurs. Donc c'est là aussi où c'est important, j'avais fait d'autres vidéos, c'est important de comprendre quel est votre risque et la diversification. C'est-à-dire au fur et à mesure où vous avez les momentum qui gagnent, en fait on est de plus en plus concentré, de moins en moins diversifié. Donc ça va être également l'idée, dans le monde d'après, dans le monde post-transitoire, de se dire, oui, il va falloir recommencer à diversifier et se protéger. Et donc, balancer des flux des US pour les faire revenir dans des pays plus domestiques. Je ne rentre pas dans le détail des monnaies, des devises, mais là aussi, c'est très impactant aussi. Et à partir de ce moment-là, se dire qu'il y a des continents comme l'Europe qui peuvent notamment surperformer. Qui peuvent commencer à surperformer. Il ne faut pas oublier, moi je l'ai vécu, 2003-2007, c'est une période où c'est les valeurs value qui ont surperformé, et donc l'Europe a surperformé les US. Alors, bien entendu, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais il faut comprendre également que c'est toute une série de cycles. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur cette vidéo. J'espère que l'exposé est quand même clair avec les différents graphiques également que je vous ai rajoutés tout au long de celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je vous remercie de regarder ces vidéos, de les liker, de les partager, de mettre des pouces en l'air, bref, de participer également à la publication de ces différentes données si elles peuvent vous aider et elles peuvent aider d'autres personnes. Merci encore une nouvelle fois. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous retrouve dans les commentaires. Salut les graphes!